Salam alaikum Mazoul, bonsoir. Heureux de vous retrouver après ces quelques jours d'absence. Tous les régimes despotiques, lorsqu'ils sont contestés par les peuples dont ils ont capté la souveraineté sur leur propre destin, ont toujours et immanquablement recours à des moyens et d'autres pour étouffer cette aspiration à la libération. Des moyens éprouvés, puisqu'ils ont fait la preuve de leur terrifiante efficacité. Des méthodes inavouables qui ne se refusent aucun forfait, aucun crime, qui ne reculent devant aucun risque du style provoquer une guerre civile et qui vont des procédés les plus brutaux, les plus barbares, les plus inhumains, jusqu'à ceux plus subtils, plus sournois, et qui bien souvent usent de la légalité et de la force que leur confère un recours scélérat du droit, un droit sur mesure, qui permet de commettre l'illégal, le transgressif, au nom de la loi et en se servant de ses institutions et de sa force publique. Et c'est un peu tout cela, et plus encore, qui est mis en branle par le régime algérien, pour tenter de tuer le Hirak, pour empêcher que le peuple n'entre dans un processus qui puisse lui permettre de le chasser et de lui substituer un État de droit, avec des institutions dignes de ce nom, et des représentants du peuple jusqu'au plus haut sommet de l'État, et qui seront le fruit d'élections sincères et transparente, où la fraude électorale n'aura plus droit de citer. C'est cela, et c'est l'illégitimité de ce régime qui explique les soubassements de son discours, de sa propagande, de ses accusations contre des citoyens qui ont décidé de le chasser de leur vie. Le régime qui refuse de restituer le pouvoir au peuple, à un peuple qui le revendique avec autant de détermination, ce régime accuse le Hirak d'être à la solde de la main étrangère. Les Algériens ne manquent de rien, bien sûr, nous savons tous. Ils vivent dans un État démocratique, avec des institutions élues par le peuple, avec un président élu par le peuple dans les meilleures élections présidentielles depuis l'indépendance du pays. Et c'est le président Tebboune lui-même qui l'a publiquement affirmé. Et donc, dans cette logique du même régime, si l'État algérien est à sa tête l'armée, pour reprendre la même formulation publique du président Tebboune, si l'État algérien est à sa tête l'armée algérienne, sans contester, ça ne peut donc être qu'une action de la main étrangère, des ennemis de l'Algérie, qui ne rêvent que de détruire ce pays. Et sans jamais nommer de façon claire qui que ce soit, hormis le Maroc, ce régime fait feu de tout bois, mettant dans le même sac les forces armées de l'OTAN, Israël, la France et des entités qui n'identifient jamais par ailleurs et qui servent juste de sac fourre-tout pour gogo patriotards attardés qui confondent bien souvent nation avec régime prédateur, contestation démocratique avec anarchie, liberté de la presse avec calomnie ou avec atteinte à la personnalité du chef de l'État, haute trahison pour tous ceux qui osent revendiquer une doula madaniya machi askariya, État démocratique et non pas régime militaire. Et la question se pose donc tout naturellement. D'abord sur le Maroc. Pourquoi sur le Maroc, puisque n'importe qui soit doué du simple bon sens populaire, c'est que plus que n'importe quel autre pays de notre voisinage, tous les pays du Maghreb se retrouveraient dans une situation explosive qui pourrait échapper à tout contrôle
si l'Algérie est précipitée dans le chaos. Et plus que les autres pays du Maghreb, le Maroc en serait infiniment plus affecté, puisque ses relations avec l'Algérie ont été très fortement altérées, et que pour cette raison, une escalade à l'armement a fait de cette région une poudrière qui pourrait nous faire tous basculer dans une guerre qui plongerait les deux pays dans l'horreur. Le Maroc n'a donc pas intérêt à déstabiliser l'Algérie. Pour les autres mains étrangères qu'on nous agite régulièrement sous le nez, nous savons aussi que jamais les puissances occidentales, ou la Chine, ou la Russie, ou les pays du Golfe, n'ont trouvé une telle aubaine qu'en Algérie avec ce régime. Ce régime est pain béni pour ces pays, puisque jamais ils n'ont trouvé vache à lait plus généreuse, plus docile, puisque les barons du régime viennent leur manger dans la main, puisqu'ils blanchissent et planquent l'argent de leurs rapines chez eux, où ils ont installé leurs bases arrières, celles de leurs familles, qui vivent toutes dans ces pays, et celles de leur clientèle, dont certains sont riches en milliards d'euros. Pourquoi alors ces pays chercheraient-ils à tuer la poule aux œufs d'or? Pourquoi? Le soutien tout à fait inopportun de M. Macron à M. Tebboune n'est-il pas parlant, en l'occurrence? Alors, reste Israël. Pourquoi Israël chercherait-il à détruire l'Algérie? Pourquoi? En quoi l'Algérie le menace-t-elle? Lui qui est si loin, dont la force de frappe est incomparable avec celle de notre pays, qu'il pourrait vitrifier en moins de 30 minutes, et dont les services secrets, le Mossad, ont toujours étroitement collaboré avec le DRS et certains barons algériens. En quoi l'Algérie représente-t-elle la moindre menace contre Israël, hormis les vaines professions de foi pro-palestinienne, qui n'a tenu en rien la tragédie du peuple palestinien? Mais le régime n'use pas que du seul épouvantail international, de cet ennemi de l'extérieur dont personne ne sait qui il est. Il y a aussi l'ennemi intérieur, le traître tapi dans l'ombre et qui injecte son venin. Et là, le régime joue sur du velours. Il sait toute la rancœur rentrée qui distingue les sociétés trop longtemps opprimées, trop longtemps conditionnées, trop longtemps colonisées, trop longtemps opprimées, et qui ont trop longtemps macéré dans le bain infâme du mensonge institutionnel, du recours institué en règle de conditionnement à la mémoire collective, du régionalisme, du tribalisme, de l'acculturation, du fanatisme et de la superstition, de ces malaises nés des ambiguïtés civilisationnelles et idéologiques, de la répression identitaire et de son déni, étant d'autres terrains favorables à l'infection sociétale. Et c'est de tout cet attirail polémique et tant d'autres détonateurs que ce régime s'est allègrement servi pour tenter de monter les Algériens les uns contre les autres, ne reculant devant rien, pas même devant le risque de semer les ferments d'une grave détérioration entre les communautés, ni devant le risque d'un retour à la violence terroriste. Il ne craint pas, ce régime, d'accuser toute une région, la plus politisée du pays, de vouloir se couper du reste de la nation, au prétexte qu'un mouvement séparatiste y a vu le jour. Il ne craint pas de battre le rappel de toutes ses troupes pour désigner un mouvement politique conservateur, tout à fait pacifique, d'organisation terroriste. Il ne recule pas devant le risque de tout faire dégénérer en tentant d'opposer les islamistes et les laïcs, alors que, dans un admirable consensus, tous les Algériens qui adhèrent au Hirak n'ont à aucun moment exprimé leurs particularismes idéologiques. Un constat
s'impose dès lors, qui ne fait plus de doute. Le régime est en fin de ressources. Il est dans l'impasse et ni les législatives qu'il tente de faire aboutir au forceps, ni ses accusations de main étrangère, ni toute cette subversion qu'il déploie ne changeront quoi que ce soit à l'inéluctable marche du peuple algérien vers son destin, vers un État de droit. Régime convulsif contre Hirak apaisé. C'est le titre de notre émission d'aujourd'hui. Et pour en parler, j'ai ici avec moi Idir Ounoren, analyste politique. Idir, merci d'être avec nous. Merci, M. Benchnouf. Heureux de vous retrouver en forme. Merci. Brahim Younsi, cadre du MDA de 82 à 88. Brahim Younsi, merci d'être là. Bonsoir, merci, c'est Jamal. Votre retour nous réjouit. Merci beaucoup. Et vous ressemblez de plus en plus à Henri IV. Pas Henri VIII, j'espère. Henri IV. Parce que ma femme ne serait pas contente. Non, Henri IV. Henri IV, ça va. La poule au pot. Voilà. Exactement. À peau. Karim Naïtou Slimane, militant politique. Karim, merci d'être là. Merci Jamaldine de l'invitation. Bonsoir, bonsoir aux invités, aux téléspectateurs et téléspectatrices qui nous regardent. Merci à vous. Nous sommes contents aussi que tu sois là avec nous. Alors, au téléphone, pour une courte intervention, nous allons avoir le docteur Hassain Kourdourli, médecin-major auprès de la Direction générale de la protection civile, qui a eu des déboires depuis. Tout le monde le sait, tout le monde connaît Hassain Kourdourli, qui a été quasiment évacué, à qui on a fait traverser un désert inimaginable, ils l'ont fait beaucoup souffrir. Il est avec nous aujourd'hui. Docteur Hassain Kourdourli, merci d'être avec nous. C'est à moi de vous remercier, c'est Jamal Benchnouf. Merci. Alors, d'abord, nous avons demandé de venir nous parler un peu de la protection civile, de nos fameux sapeurs-pompiers. Et il y a une information qui vient de tomber. Des mesures de licenciement ont été engagées par le ministère de l'Intérieur et des collectivités contre 230 agents de la protection civile, vient-on d'annoncer donc. C'est à vous. Alors, qu'est-ce que vous pensez de cette grève? Qu'est-ce que vous pensez des revendications? Nous avons été étonnés, quand on a consulté la liste des revendications, d'apprendre que les pompiers ont demandé le relèvement de leur salaire de base de 15 000 dinars à 24 000 dinars. Milliononos. Salaire de base, c'est incroyable. Comment peut-on rémunérer un sapeur-pompier avec le volume horaire qu'il a, avec les risques qu'il court, à un niveau aussi bas? Tout d'abord, c'est Jamal Benchnouf, je voudrais faire un salut fraternel à l'ensemble du corps des agents de la protection civile algérienne et dont je remercie de cette marche qui a eu lieu hier, car c'est la première fois que s'organise quelque chose de grandiose
pour que leur voix soit entendue. Ces revendications dont vous avez parlé remontent non pas seulement à hier, mais à plus de 30 ans. J'étais jeune médecin quand j'ai rejoint les rangs de la protection civile. Je me rappelle même de la date, le 24 juin 1989. Les mêmes problèmes surgissaient en matière salariale. Je vais vous expliquer comment. L'ensemble des corps de la fonction publique font 40 heures par semaine. C'est-à-dire il faut un volume horaire mensuel de 160 heures. Par contre, le corps de la protection civile qui travaille en H24 cumule un 24-48, c'est-à-dire on a 24 heures d'exercice professionnel pour 48 heures de repos. Eux, ils parlent de 80 heures par semaine. Oui, c'est ça. Quand on décompte 24 heures sur une semaine, ça nous fait un total de 80 heures. C'est incroyable. Alors qu'on est payé. Donc ça fait au mois, ça fait 8 fois 4, 32, ça fait 320 heures. Alors qu'on est payé selon le régime de la fonction publique sur 40 heures par semaine. Donc, pour apporter de l'eau à votre moulin, dans leur cahier des revendications, ils demandent des indemnités financières pour les 80 heures travaillées par semaine. Parce qu'ils ne sont pas payés pour les heures supplémentaires qu'ils effectuent? Non, ce n'est pas des heures supplémentaires. C'est des heures où on est astreint, on est à la caserne, mais on attend toujours l'intervention parce que ce n'est pas un travail qui est régulier, quotidien, un travail à la chaîne, un travail d'agriculture. Donc on s'attend. Mais quand on est retenu au travail, on est en train de travailler, même si on ne fait rien. Oui, c'est ça. On est au boulot. Et donc, normalement, on prend la durée légale de travail, la durée légale hebdomadaire, et ce qu'il y a en plus, c'est compté en heures supplémentaires. Eux, ils disent non, on ne touche rien pour cette astreinte supplémentaire. Mais le problème remonte à 30 ans. C'est depuis 30 ans que ça dure. 30 ans que l'agent de la protection civile, je ne vais pas citer, l'agent de la protection civile est complètement démuni. Et s'il y a quand même cette revendication qui revient toujours à la table, c'est à cause des responsables de la direction générale qui n'ont jamais su manifester ou demander ou revendiquer les droits au niveau des instances, au niveau des pouvoirs publics. Est-ce qu'à la tête de la protection civile, c'est la même situation qu'à la tête du ministère de l'Intérieur, de la police, de la gendarmerie, de l'armée? Ça veut dire, est-ce qu'à la tête, il y a cette junte profiteuse qui se sert du corps pour se servir, se sucrer? Oui. Je suis tout à fait d'accord avec vous. D'ailleurs, j'en ai payé les déboires à partir de 1994. J'ai été révoqué pendant 18 mois. Ensuite, à partir de 2003, où mes salaires sont coupés jusqu'à ce jour, au moment où je vous en parle, je suis toujours en fonction légalement sur document. J'ai un arrêté en bonne et due forme signé par le ministre de l'Intérieur. Et il y a un faux arrêté qui a été signé par un faux DG, celui qui est resté 18 ans à la tête de la protection civile et qui a tout démoli dans son passage. Alors, les 1200 milliards, ils auraient pu quand même en profiter pour faire quelques concessions pour le corps de la protection civile sur les 1200 milliards qui ont été volés, détournés. Parce que, bon, si on revient au corps de la protection civile, c'est un corps qui doit intervenir en temps de paix, en temps de guerre. D'accord? Et il intervient. Et notre devise, la devise que beaucoup de gens, je ne sais pas si les gens, le peuple algérien connaît un petit peu la devise de la protection civile, c'est sauver ou périr. C'est-à-dire qu'on doit notre vie à son prochain. Et justement, sauver ou périr, on parle beaucoup de la façon dont sont équipés nos pompiers, nos sapeurs-pompiers. On dit que les équipements ne sont pas aux normes, qu'ils ne sont pas suffisamment protégés. Exactement. J'invite l'actuel ministre de l'Intérieur. Je l'invite officiellement et j'aimerais bien en faire partie de la commission qui va délimiter les défaillances qu'il y a sur le plan des équipements de protection individuelle en matière de tenue qui ne sont pas homologués ni aux normes internationales ou aux normes universelles.
c'est-à-dire des tenues unifigiques protégeant contre Les l'incendie. pompiers n'ont pas d'équipement personnel individuel qui soit aux normes. Ils ne sont pas oui, ils sont unifigés. pas Ça aux veut dire s'ils rentrent dans un incendie, ils peuvent prendre feu. Exactement. C'est Et je incroyable. défie quiconque qui pourra me tenir tête sur ce dossier, que ce soit en matière de chaussures ou en matière d'habillement. Autrefois, on faisait des commissions, on étudiait la composante de l'habillement, qui était en caramel viscose, qui était en pourcentage de caramel viscose, en pourcentage de coton, et on faisait des essais pour voir quel est d'abord, il faut que nous le fournisseur qui va équiper en tenue de protection civile en matière de casque, en matière de matériel d'isolant de respiration, que ce soit en matière de plongée sous-marine ou pour les luttes d'incendie de forêt. Donc, actuellement, les marchés se donnent sous la table. Et je les défie. Ils m'ont tout coupé. Mais il ne me reste plus rien. Je vis au crochet, je vis en mendicité. Je défie le ministre de l'Intérieur. Je suis chez moi qui nous envoie ses équipes m'arrêter. Je les défie. Ils ont tué des gens, recruté des gens qui sont morts à la protection civile, avec le même dossier de service national et inapte au service pour raison médicale. C'est la même chose que les pilotes. Et il y a eu des dizaines de morts. Et il y a encore dedans ceux qui ont été recrutés pour le Ma'alifa. Maintenant, je reviens au volet social. En matière aussi de rations caloriques alimentaires. Les repas. Les rations, oui, en matière de rations, en 92, j'avais délimité tout un manuel pour les différentes catégories de pompiers. Tout en fonction de la dépense énergétique qui va faire par rapport à sa fonction. Soit il est en incendie, soit en plongée sous-marine, soit en matière de sauvetage des blêments. Donc l'énergie n'est pas la même. Donc il faut des repas adaptés qui s'est allé de 2500 calories pour le sédentaire, pour un agent de bureau, jusqu'au sapeur-pompier ou au pilote, qui est l'équivalent d'un nombre de troupes d'un parachutiste. Il faut qu'il mange jusqu'à 21 000 calories. Et ce n'est pas le cas. Et croyez-moi que ce n'est pas le cas. C'est une des raisons pour lesquelles j'ai été éjecté du corps. Alors, dernière question, Hassan Kourdourli. Pardon, je vais terminer. Oui. Je vais terminer encore sur. Maintenant, même en matière d'équipement collectif, parce qu'on a parlé des équipements de protection individuelle, en matière des équipements collectifs. Oui. Les équipements collectifs, vous avez chaque incendie qui se déclare, on a des morts. Et il faut qu'il y ait des moyens de protection collectif, chose qu'il n'y ait pas. Alors, quel est le nombre total des effectifs de la protection civile? Actuellement, je crois qu'il se situe aux environs de 50 000 agents de la protection civile. C'est le corps le plus humain, le plus sociable. Et le plus estimé. Et le plus estimé de la population. Oui, je vais vous dire une chose. Nous étions 60 médecins. Les jeunes sapeurs, c'était nos frères. Nous étions médecins, donc c'était la chevalerie ouvrière qui travaillait avec nous, médecins. Nous étions médecins de l'opérationnel, on ne travaillait pas dans des bureaux. Nous, on était dans les ambulances et on rejoignait là où il y avait un accident de voiture, un accident domestique, un accident industriel, une victime sur un rail de train, un crash d'avion. Donc, parmi les 14 risques recensés dans le plan du plan ARSEC, ils travaillaient avec nous. On avait même formé parmi ces agents de protection civile, ces jeunes pompiers, moi-même j'avais formé des infirmiers parce qu'on n'avait pas d'infirmiers. Je leur apprenais à faire des injections. Je me rappelle d'ailleurs, j'ai les larmes aux yeux quand je me rappelle de certains et ceux qui sont morts durant la décennie rouge. Merci Hassan Kourdourli de nous avoir parlé de ce corps malheureusement sinistré. Je lance un souhait. Je souhaite que les pouvoirs publics se penchent sur ce corps immédiatement. Sinon, ce sera la débandade. Merci beaucoup. En tout cas, hier, ils sont vraiment penchés sur ce corps à coups de bombes lacrymogènes. Mes chers amis, sur cette
manifestation des pompiers, sur cette décision qui vient d'être prise. Mais avant, j'aimerais juste signaler qu'aujourd'hui est la journée mondiale du journalisme, que certains de nos confrères sont en prison, que beaucoup sont passés par la case prison, et que voilà la déclaration qui tombe à cette occasion aujourd'hui. Monsieur Ahmed Beldia, conseiller du ministre de la Communication, certains journalistes dépassent leurs limites et le ministère a déjà alerté certaines chaînes et certains reporters et certains journalistes qui ont franchi les lignes rouges. Les journalistes sont algériens et leur priorité absolue devrait être l'Algérie. Bon, c'est traduit aléatoirement, hein, parce qu'il a fait en arabe. Ils sont comme ça, les médias étrangers, quand ils sont satisfaits, ils te complimentent. Quand ça ne leur plaît pas, ils te critiquent. C'est le cas avec l'agence de presse, je ne cite pas le nom, ils parlent de l'AFP. Ils ont interviewé une organisation que l'Algérie a classée comme une organisation terroriste. Ils parlent du MAC. Bon. Monsieur Belhimer déclare ceci, c'est complètement hallucinant. Il a plaidé donc pour l'approche intégrée visant à consolider la relation de confiance entre la presse et le citoyen, d'autant, dit-il, que 69% des Algériens sont convaincus que la presse critique librement la performance du gouvernement, assez régulièrement et sans crainte de poursuite, d'après les résultats d'un sondage mené par une université étrangère. Et il y a d'autres déclarations du genre, mais j'aimerais qu'on commence par ça avant de revenir à nos pompiers. Sur ces déclarations du ministère de la Communication, sur cet institut de sondage qui aurait dit des choses et d'autres. Je vous en prie. Je ne sais pas comment aborder cette question, mais on en a parlé un peu avec Karim et Ibrahim. Moi, je pense que ça renvoie... D'abord, je mets en doute la véracité de l'institut qui aurait été donc, traité à l'université de Princeton. Ça, je mets en doute. On l'a tous dit mis que en ça a doute. apparu en janvier 2021. Hein. Oui, moi je pense que ça répond à un bon de commande des autorités algériennes, comme d'habitude, comme ils l'ont fait déjà à l'époque du président Bouteflika quand le public reportage a été commandé sur Le Monde, quand il y a eu les deux interviews qu'a donné M. Tebboune aux journalistes de l'opinion. C'est vrai qu'il y a un journal du capital français en règle générale, mais à diffusion très confidentielle. Comme le fameux compte-rendu d'Oxford Institute, oui, l'Institut d'Oxford. Qui est en fait un bureau bidon qui vend. Oui, ils ne sont pas à leur première erreur, je dirais, parce que moi j'ai souvent dit, on ne peut pas mettre sous condition... délibéré. Oui, non, oui, exactement. On ne peut pas mettre sous condition une population. Les Algériens, la communication institutionnelle est devenue, j'allais dire, est devenue d'abord incompréhensible, et puis les Algériens, excusez-moi d'être trivial, s'en fichent. Vraiment, ils s'en fichent de la communication. Oui, mais, les Algériens sont déterminés, ils sont dans une séquence qui apparemment n'est pas celle du pouvoir. Donc, fatalement, il y a un fossé qui sépare la communication, les gens du pouvoir et le peuple du Hirak. C'est dans ce périmètre-là qu'on doit se dire, ou alors ils sont d'une inconscience et d'une irresponsabilité telle que ça met peut-être en péril. Mais pourquoi recourt-il à des canassons boiteux du genre de cet institut, Oxford Institute ou Washington Times? Oui, vous vous rappelez l'article du Washington tout à fait. Times. Pourquoi il recourt à ce genre? C'est tout simplement pour essayer de s'offrir un petit peu de légitimité, parce qu'ils savent qu'il ne leur reste rien de crédibilité, c'est-à-dire le capital est à zéro. Qu'est-ce que c'est que le journalisme? Le journalisme, ce n'est pas l'information. Il y a le journalisme d'information, Météo France, tout ça. Mais ce qui importe dans un pays moderne, c'est le journalisme d'opinion. Est-ce qu'en Algérie, ce système accepte déjà la différence d'opinion? Non, ça se saurait aussi non, parce qu'il y a encore des journalistes qui sont poursuivis, on a d'autres qui sont encore en prison, il y a d'autres qui sont encore convoqués chaque semaine, chaque mois. Et, des sites qui ont été fermés. Des sites fermés, interdits en Algérie, même des petits sites, même maintenant, même le journalisme alternatif qui passe par les réseaux sociaux, par Facebook, les médias, YouTube et tout ça. Le journaliste citoyen. Voilà, le journaliste citoyen. Donc fait, oui. là, même ça, c'est interdit. Les youtubeurs, les
Facebookers sont pourchassés, hein, je dis bien pourchassés maintenant, Oui, pas poursuivis, c'est Ah, vraiment pourchassés. D'ailleurs, une nouvelle, Jamal Alilesh, un grand youtubeur sur Facebook surtout et sur le YouTube, on vient d'apprendre qu'il a été arrêté. Voilà. Il vient d'être arrêté, enlevé par des inconnus, Tout à fait. sans autre forme de... Ouais, donc je ne pense pas qu'on a une presse... Ce régime illégitime ne semble pas savoir que le mur de Berlin est tombé. Il croit qu'il peut agir toujours en vase clos. Pourtant, il fait ce genre de sondage et ce genre de commandes à des journaux qu'il paye, qu'il paye rubis sur ongle, pour dire tout simplement à l'opinion algérienne qu'à l'extérieur, on dit du bien de nous. Il n'y a que vous. Pourquoi vous contestez? Pourquoi vous nous contestez? Mais il compte tromper qui? Vous savez, Brahim Younsi, vous êtes journaliste. Vous avez été journaliste à un certain moment. Vous savez que le publi-reportage, il fait partie du jeu. Sauf que sur le publi-reportage, en haut, on doit écrire publi-reportage. Mais là, ce n'est pas des publi-reportages. Mais alors là, ce sont des publi-reportages où il n'y a pas la mention publi-reportage. Ce n'est pas, là, en l'occurrence, ce n'est pas des publi-reportages. Parce que ce sont des interviews, des entretiens qu'un chef d'État accorde à un quotidien ou un journal comme l'Opinion. Oui. C'est des sondages que l'on commande pour dire que le pouvoir en place ou l'opinion publique algérienne est favorable à 30% au pouvoir en place. Que tant 69%, comme dans le cas de ce dernier sont très sondage, satisfaits de la couverture médiatique qui critique le gouvernement. Voilà. 69% sont satisfaits du gouvernement, du travail que fait le gouvernement. À tout point. C'est 69% qui sont satisfaits. Mais c'est destiné à qui? C'est pour tromper qui? Oui. Si c'est pour tromper les Algériens, ils savent que c'est pas vrai. Mais si c'est pour tromper les partenaires, ils savent que c'est pas vrai. Ils sont aussi destinés à la consommation interne. Mais les Algériens savent. Oui, mais pour leur dire, vous vous trompez. Voilà ce que les autres pensent de nous. Voilà aussi des Algériens qui pensent du bien de nous. Il y a 69% des Algériens pensent du bien de nous. Vous êtes combien 31% qui êtes de mauvais Algériens. Brahim veut dire par là, pardon, juste Karim, pardon, Brahim veut dire, il y a la khota, et ça c'est la contre-khota. Exact. Moi, il m'a rappelé une blague qu'on raconte en Algérie. Quelqu'un est tombé malade. Il s'est évanoui, il est tombé en syncope. Sa mère a cru qu'il était malade, elle appelle le médecin arrive, et il fait, effectivement, il était en syncope, il a dit, ah, madame, il est mort. Alors, le temps de sortir, le bonhomme se lève. Il dit, donc c'est un peu... Ça veut dire, eux, ils savent que les Algériens savent que ce n'est pas vrai. Oui. Mais ils leur disent quand même. Oui. Mais c'est la nature de ce régime. L'information qui passe à l'UNTV, ou je crois qu'on l'appelle autrement maintenant, c'est tous les jours que les Algériens entendent des mensonges. C'est du battage. Voilà. D'autre part, dans le discours du ministre de la Communication, j'avais relevé quelques mots comme cela, en dehors du pourcentage des Algériens convaincus que la presse critique librement le gouvernement, donc la presse algérienne est libre, c'est de dire que l'information est un bien public. Dans sa pensée de stalinien, parce que Belhimr est un stalinien, l'information doit être maintenue par le système, par le pouvoir. Donc il la considère comme un bien public, c'est-à-dire un bien de l'État. Ce n'est pas un bien de la population, la preuve, on les empêche de... Et puis, me semble-t-il, dans tout le discours de Belhimr, je l'ai dit, ils ne savent pas que le mur de Berlin est tombé, mais qu'ils sont dans une période encore de glaciation.
Ils ne veulent absolument pas que l'information soit libre, soit libérée. Est-ce qu'ils ne sont pas plutôt en déroute? Écoutez, mais c'est parce qu'ils sont en déroute qu'ils figent les sueurs. C'est un signe qui ne contrôle plus rien. C'est le retour à l'époque, avec tout ce que nous voyons, tout ce que nous entendons, toutes les arrestations, muselage de la presse, etc. Tous les journalistes qui donnent les informations de ce qui se passe, etc., qui sont arrêtés. C'est l'époque, c'est le retour de la chape de plomb. Moi, je pense que c'est le signe d'une grande faiblesse et que ces déclarations-là sont le symptôme que ce régime, réellement, s'il n'est pas encore fini, est au moins finissant. Parce qu'en matière d'information, actuellement, dans le monde, non seulement le mur de Berlin est tombé il y a bien longtemps, mais surtout qu'en matière d'information, actuellement, les régimes un peu modernes qui sont dans l'ère du temps, quand ils veulent cacher une information, quand ils veulent contrôler l'opinion publique, parce que c'est une tendance normale chez tous les gouvernements, souhaitent avoir un pouvoir, ils le font par le trop d'informations. On le voit d'ailleurs par exemple en Europe, aux États-Unis, c'est venu des États-Unis, les chaînes d'information continuent, où on ressasse un certain nombre d'informations quantitativement pour justement noyer certains... Trop d'informations tue l'information. Pour tuer l'information et surtout pour orienter l'opinion. C'est-à-dire on impose les débats qu'on voudrait et donc là, le citoyen a bien l'impression d'être qu'il a accès à une information, un acteur, alors qu'en réalité, il subit une information orientée. Le bashing, comme ils disent, voilà, le battage. En Algérie, c'est tout à fait l'inverse, c'est-à-dire que ce régime-là est encore au stade dépassé de la manipulation. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que ce régime est incapable, est historiquement condamné, et ça se voit même dans le réel, à disparaître. Parce qu'il ne parle plus la même langue que les habitants de la planète Terre en 2021. Donc c'est un étranger à nous, il faut juste l'accompagner, persister, comprendre ce qui se passe réellement, et l'accompagner vers la sortie, parce qu'il est finissant. Il ne parle pas la même langue, juste pour justifier un peu mon titre d'un régime hystérique. Regardez, écoutez cette déclaration de monsieur le même, hein, monsieur Belheimer. Hein, et je vous laisse... le président de la République, Abdelmajid, c'est Belheimer qui parle, hein. Le président de la République, Abdelmajid Tebboune, a érigé la liberté de la presse en principe immuable. Dans la nouvelle Constitution, à travers un ensemble de garanties permettant aux journalistes d'exercer son métier avec professionnalisme et déontologie. C'est M. Belheimer qui parle. C'est de la folie, quoi. Je vais vous donner une autre déclaration pour que vous voyez vraiment qu'il s'agit de la même maladie qui se manifeste différemment dans tous les secteurs. Il y a quelques jours, j'ai entendu aussi le ministre du Commerce, donc le fameux Rezik, parler des prix, de la crise des prix, de la situation, et qu'est-ce qu'il déclare? À mon grand étonnement, il a dit que, voilà, alhamdoulilah, grâce au dispositif que nous avons mis en place, nous avons gagné le pari du Ramadan. Ah, le pari qu'il avait proposé, les soldes, etc. C'est incroyable. Alors que les Algériens vivent peut-être le pire Ramadan depuis l'indépendance. Le plus atroce Ramadan qu'ils aient connu. Donc, ça veut dire, lorsque le régime ne parle plus le même langage de la société, n'est plus capable même de délivrer un mensonge que la société, que le citoyen pourrait gober, ça veut dire qu'il n'a plus de prise sur les consciences des citoyens. C'est pour ça qu'on va venir après aux questions très politiques qui vont se poser après, l'affaire le dossier des pompiers, mais il y a tous les dossiers qui vont s'ouvrir par la suite. C'est qu'à un certain moment, non seulement il ne peut plus endormir les gens en achetant la paix sociale, mais maintenant il ne pourra plus leur mentir. Et c'est pour ça qu'on parlera aussi tout à l'heure des puissances étrangères, de tout ça. Alors, juste pour terminer sur ce volet de liberté de la presse, elle est même inscrite, me semble-t-il, sur la déclaration des droits de l'homme. Elle est inscrite, ça c'est le premier élément. Et puis là, j'ai envie de faire un peu du Brahim Younsi en récitant et en donnant la fameuse déclaration de Jefferson, il dit ceci, il dit « Notre liberté dépend de la liberté de la presse ». Elle ne saurait être limitée, sans cela elle serait perdue.
C'est tellement, Et oui, voilà, homme politique tellement vrai. américain, Donc président, voilà. les limites dont on accuse la presse d'avoir dépassé. Voilà. Voilà. Donc, Pardon, non, vas-y, voilà, vas-y, vas-y. Juste pour terminer, tout à l'heure, Karim a dit quelque chose de très intéressant en parlant de journalistes d'opinion. D'opinion, ouais. Il n'y a pas que ça. Parce que nous sommes aussi dans une espèce de rapport à la communication politique. Ouais. Et pour la communication politique, il faut des journalistes comme Brahim et vous, un politique qui s'exprime et une opinion à côté. C'est dans ce périmètre-là que se fait la communication politique. Voilà. Mais ce C'est régime-là n'a pas encore atteint ce Non, stade. on parle en général. Voilà. Je suis d'accord avec Parce toi. que Non, ce tout à régime-là fait. n'a Oui, pas non, tout à fait. encore- Alors, À ce nous moment-là, en tout à fait, arrivons tout à fait. au mouvement social des sapeurs-pompiers. Nous allons voir quelques images de répression de ces pompiers. Le corps des pompiers fait partie du ministère de l'Intérieur. Tout à fait. C'est un corps quasiment paramilitaire, quoi. C'est des rangers, corps des constitué. tenues de combat. Constitué, non. Et la police fait partie du même ministère. La douane, oui. Et c'est la police Ouais, qui les a a gazés. réprimé les pompiers. Ils appartiennent à un même ministère. Regardez. ما عندناش طموحات سياسيه، ما عندناش بروجرام مع الدوله الجزائريه. الشرطه زملاء عندنا مطالب مهضومه. نديروا في الوجه والله صعب. صور هذه حمايه عسير هذه. Donc voilà, répression très dure, bombes lacrymogènes, charge de la police, matraque, embarquement, arrestation, etc. Alors, mes chers amis, juste quelques points de revendication sur le cahier de revendication. Relèvement de salaire de base de 15 660 à 24 000 et la valeur du point indiciel de 45 à 90 dinars. Annulation de l'impôt sur le revenu IRG. Augmentation de la prime de rendement à 40%. Il réclame un statut particulier et les indemnités financières pour les 80 heures travaillées par semaine. Parce que, avant de commencer, je voudrais, et je pense que Ibrahim et Karim sont d'accord, c'est féliciter le docteur Kourdourli pour son courage, Oui. avec les propos très durs, avec tout ce qu'il a vécu. Il en a bavé. Avec tout ça, je tiens à saluer son courage et lui dire tous mes voeux pour que tout ça s'arrange pour lui. Voilà. Ça fait déjà des années qu'il... C'est un ami, le docteur Kourdourli, donc je sais ce qu'il endure, je sais ce qu'il souffre. Il souffre Et ce qu'il a souffert terriblement. de son ex-DG. Oui, en plus. Il est toujours sans indemnité, il faut le savoir. Sans salaire. Et il a dit, il vit de charité publique. Oui, tout à Donc fait, c'est terrible, il est dans des situations terribles. Hélas, je lui ai dit, nous ne pouvons pas, hélas, l'aider matériellement, en tout cas moi je ne le peux pas. Mais il en a souffert. Il a souffert de ses prises de position. Il a payé très cher. Et puis c'est une prise. C'est encore très courageux de dire. Non, c'est ça, justement, dans la séquence Absolument. au-delà des C'est un homme problèmes. extrêmement courageux, très courageux. Absolument. Très courageux, qui se bat et qui continue de se battre. Au-delà des problèmes professionnels qu'il a pu avoir, mais s'être exprimé. Et malgré comme la cela justice. relève du courage. Oui, malgré la justice. Relève du courage, qui l'a rétabli dans ses droits.
l'administration La tutelle refuse. tout à fait. refuse le verdict de la justice. C'est terrible. Ouais. C'est Et je terrible. note aussi que bon, malgré tout ce que vous avez relevé de sa souffrance, avec laquelle je compatis entièrement, j'ai remarqué aussi dans son intervention qu'il a encore l'amour du métier. Oui, Tout à tout à fait. fait. Il nous a parlé de ses souvenirs. tout à fait. Et donc, et c'est là qu'on voit tout. Il a été le tout concepteur de la première ambulance du SAMU Oui, algérien. tout à fait. Oui. Ouais. On l'a remercié en le Voilà, c'était faisant... juste c'était juste Et c'était un donc faire. sur cette grève des pompiers, enfin cette manifestation, Il y a deux manières d'aborder le problème. Le pourquoi. Le pourquoi, c'est qu'il me semble que le pouvoir a fermé tous les canaux de dialogue. Ça, il faut le relever. Il n'y a pas de dialogue. Fatalement, quelle option s'offre à nos pompiers? C'est de faire une marche, comme tout le monde. Or, il se trouve qu'ils ont été gazés, malmenés. Moi, j'ai vu ça en direct. Ça m'a choqué. Ça m'a véritablement choqué. Derrière les revendications socio-professionnelles, je trouve qu'ils ont beaucoup de courage. Et là, vous nous avez assommés, vous, du moins moi, quand on annonce plus de 260 qui vont être, ou 220, 230 qui vont être licenciés. Oui. Donc, comment un pouvoir qu'on a qualifié d'illégitime, on ne va pas revenir là-dessus, où tous les canaux d'expression, parce qu'avant les pompiers, il y a eu les postiers, il va y avoir ensuite la santé, il va y avoir l'éducation nationale, et toutes ces questions-là. Et quand vous avez une menace, on n'a pas relevé la menace de M. Beljoud, je pense, qui a dit il a menacé les pompiers. Et je pense que la menace s'est transformée en décision. Oui. Donc il a suspendu ou l'a licencié. Est-ce que le droit du travail 230, le droit en effet. En plus, on piétine la Constitution, puisque le droit de manifester, c'est vrai que peut-être dans le règlement intérieur des pompiers, ils n'ont pas le droit à l'expression. C'est comme les fameuses brigades de CNS qui ont été manifestées. Qui ont manifesté, qui ont été jusqu'à la présidence. Oui, ouais. ça prouve un malaise extraordinaire. C'est que le pouvoir est non seulement sourd, mais Karim l'a évoqué tout à l'heure, c'est qu'il est dans une Oubrahim, je ne sais plus, c'est-à-dire qu'il est dans une espèce c'est insensé. Mais pourquoi? Est-ce que c'est parce qu'il ne peut plus acheter la paix sociale? Son habitude à lui, quand ça grinçait de temps en temps, c'était d'ouvrir les cordons de la bourse. Qu'est-ce que vous voulez de l'argent? Tenez, augmentation, et puis ça, on règle ça. Et maintenant, pourquoi il ne le fait pas? Il n'a pas assez d'argent ou il a peur de la contagion dans les autres corps? Non, mais si les postiers ont déjà réglé une partie de leurs problèmes. Les pompiers, probablement, qui vont faire une petite ouverture. Va arriver les enseignants, le secteur de la santé. Il y a les anciens de l'armée qui ont été apparemment ils vont être pris en charge. Tu as tout à fait raison, Karim. Ils ont la fâcheuse habitude de croire aux promesses. Donc ils ont eu de nouvelles promesses. Et donc pour l'instant, ils ont calmé le jeu. Ce qu'il faut noter aussi, moi j'ai observé que le JTA, par rapport à tous ces conflits, quelle que soit la place qu'a le JTA dans le cœur des salariés et des syndicats algériens, donc une très très mauvaise image. C'est les syndicats autonomes qui montent au créneau. Évidemment. Mais vous attendez à ce que ce soit l'UJTA? Non, du tout, non. C'est ça que je dis. Pas le silence de l'UJTA, parce qu'ils sont encore disqualifiés, ce qui prouve que le régime ne veut plus utiliser les anciennes méthodes et les anciens canaux pour essayer de calmer. Vous savez comment ça se passe quand il y a des grèves. On envoie un peu de la police politique, un peu de gens du JTA, on règle le souci de manière off, et puis carrément avec une volonté, évidemment, de corruption. C'est même plus pour régler l'essentiel. Voilà. Corrompre les leaders, et puis... Juste pour terminer, c'est que j'aimerais... vous savez, toutes les manifestations à caractère socio-économique, toutes celles qui revendiquent des droits, elles sont toutes respectables. Mais quand on est dans un état de droit, quand on est dans une situation exceptionnelle, moi, ce que je dirais, c'est qu'on ne peut pas avoir des actions sporadiques. Il faut qu'à tout prix que les syndicats autonomes puissent se réunir, décréter une grève hors corporatisme, une grève générale pour dire au pouvoir, faites attention, nous sommes là, ouvrez les canaux du dialogue. Ouvrez les canaux du dialogue d'abord social et ouvrez le canal politique. Parce qu'il me semble que toutes ces grèves, si elles faisaient jonction avec, comme dit Ibrahim, non pas les revendications politiques, mais les exigences politiques, il faut le noter, à ce moment-là, je vous assure que le pouvoir réel va ouvrir les canaux de négociation immédiatement. Il me semble que cette manifestation dépasse très largement la quête sociale.
la revendication sociale. Et elle a une profondeur politique. Sa profondeur est politique. Malgré les pompiers. Parce que eux, c'est ce qu'ils disent. Hein. Oui, Eux, ils disent le contraire. Elle n'est pas Oui, revendiquée. oui, j'ai bien compris. Oui. Elle a une profondeur politique. Je comprends ce sapeur-pompier, je le comprends aisément, mais elle a une profondeur politique. Bien sûr, il y a des revendications sociales. Ils ne se sont pas rendus de prime abord vers leurs dirigeants, vers leur direction générale. Ils ne se sont pas rendus de prime abord vers le ministère de l'Intérieur, qui est leur tutelle. Ils sont allés où? Présidence. Ils sont allés à Al-Mouradia, à la présidence. Et la présidence, c'est le lieu du politique. C'est un lieu de pouvoir. C'est le lieu du politique. Et c'est le lieu qui m'intéresse. Pardonnez-moi, mais les sapeurs-pompiers ont donné un saut qualitatif au Hirak, comme on dit, à la Révolution. Pourquoi? Parce qu'il a choisi un lieu. On passe, je l'ai déjà dit, je crois, de la Cora platonicienne au topos aristotélicien. La Cora, c'est l'espace que nous avons toujours occupé. Les sapeurs-pompiers passent au topos, passent au lieu. Le lieu est... C'est pour ça qu'ils ont été réprimés avec cette énergie. C'est la direction, Absolument. c'est le chemin que prenait C'est la l'itinéraire. Parce que les sapeurs-pompiers... L'itinéraire final. Oui, parce que les pompiers indiquent le chemin, ont indiqué la route qu'il faut prendre. Ah, vous pensez que le Hirak devrait s'en inspirer? Écoutez, ou du moins les autres mouvements sociaux? Je pense, oui. Parce que le lieu du pouvoir, c'est le Mouradia. Quand je dis le pouvoir symbolique. Oui, bien Parce sûr, qu'on sait bien que sûr. le lieu du pouvoir réel, c'est l'État Garay. Absolument. Hein, Absolument. Merci de l'avoir précisé. Mais le lieu du pouvoir symbolique, c'est la présidence. C'est la présidence. Même si elle a été... Et la présidence, parce que, bien sûr, aller vers des lieux comme Al-Mouradia, bien sûr, les choses doivent être pacifiques, évidemment. À y aller pacifiquement. Ce n'est pas l'appel de Trump pour investir le Capitole. Oui, évidemment. Bon, ce n'est pas cela, ce n'est pas investir Parce qu'aujourd'hui, on va vers des lieux identifiés. Et cette identification... hautement symbolique. Absolument. Hautement symbolique. Ben oui, bien sûr. pour apporter de Donc l'eau c'est à le votre- lieu du politique. Et pour apporter de l'eau à votre moulin, c'est que je remarque par exemple qu'à Oran, les manifestations sont réprimées toujours parce que à Oran, les gens se dirigent toujours vers la wilaya, donc le lieu symbolique du pouvoir, et elles sont réprimées à chaque fois qu'elles veulent prendre cette direction pour aller vers la wilaya. Moi, je comprends un peu l'intervention de Brahim Younsi, mais je ne pense pas que ce soit conscient. C'est-à-dire peut-être que par un sursaut collectif inconscient, ils ont choisi sa destination, mais pas dans le but de lui donner vraiment son véritable sens politique, parce que quand on voit leurs revendications, c'est des revendications sociales chiffrées, pour moi, qui sont tout à fait légitimes, donc toute ma solidarité. Mais par contre, je pense que dans l'état actuel des choses, et même dans un état de droit, le syndicaliste, le véritable syndicaliste, ne parle pas chiffres, parle avant tout politique. Parce que c'est par le politique que vient le chiffre. Ça ne peut pas, on peut pas, ça vient pas des directions, ça vient toujours du politique. Et mais quand on touche 15 000 dinars de salaire de base, et on même, peut pas ne pas même parler qu'est-ce qui va chiffres. changer? Il demande, moi ce qui me fait... des éléments de langage, Ouais, ce que disait, mais ouais. c'est pas fondamental. Ouais, parce que même quand on regarde les chiffres, moi ce qui m'attriste dans l'histoire, c'est qu'il revendique, il réclame 2400. Oui, c'est pas beaucoup. C'est pas beaucoup aussi. Par rapport Ça va au changer SMIC, quoi c'est Par rapport au c'est coût un de la peu vie. plus que le SMIC. quoi. Donc on passe de 1500 à De 2000, 15 000 à 24 000. de 15 000 à 24 000, ça va 60% changer quoi? d'augmentation. Et il- 60%. Oui, mais 60. Il parle chiffres aussi Ouais. quand il parle de leurs 80 heures Ouais. de travail par Donc, semaine. moi, dans cette affaire-là, je vois une revalorisation du statut complètement, de la fonction. Mais là, quand on aborde la question par son volet politique, là, ce que font les pompiers, ça sera la même chose que ce que font déjà les enseignants, ce que vont faire les médecins, ce que vont faire en fait tous les Algériens.
Ce que fait même l'Algérien qui sort le vendredi, ce que font les étudiants qui sortent le mardi, c'est-à-dire une revalorisation du statut de l'Algérien lui-même. Parce que ce qu'on a en Algérie maintenant, c'est une crise systémique. C'est une crise de citoyenneté. Là, il y a un sursaut citoyen, il y a un mouvement citoyen. L'Algérien veut devenir Algérien de plein droit, sujet, acteur, et pas uniquement une statistique dans les ministères. Donc là, je suis tout à fait d'accord avec vous. Une statistique souvent erronée. Oui, erronée, à dessein. Biaisée. Voilà. Traficotée. Tout à fait. Je rappelle par exemple que les Algériens qui habitent de la diaspora sont considérés lorsqu'ils rentrent en Algérie comme des touristes, voilà. par exemple. Donc c'est tout à. Et donc, pour que moi hier j'avais publié un texte très court sur mon mur Facebook dans lequel j'ai appelé les pompiers et tous les autres corps professionnels à venir rejoindre le Hirak avec leur tenue, dans un premier temps. Parce que le seul mouvement actuellement en Algérie qui véritablement pourrait exercer de la pression réelle mais politique sur ce régime pour qu'il change, pour l'obliger à changer, c'est le Hirak. Parce que là, en dehors du Hirak, manifester d'une manière isolée, c'est bien, ça augmente la tension. Mais ça ne mène pas vers la solution politique. Rester dans le sectoriel ne changera pas les choses. C'est une crise sociale profonde. Et là où je rejoins, par contre, Brahim Younsi, c'est ce lieu symbolique qui est la présidence ou les lieux de pouvoir. Par contre, avec beaucoup de prudence. Je me souviens que ça a été tenté une fois. Je pense que c'était au moment... Ça a été réprimé terriblement. Ça a été réprimé, hein, voilà, ça a été réprimé. Ça veut dire que oui, c'est des lieux quand même, c'est le lieu sensible. Et au-delà du lieu, pour moi, c'est la cristallisation politique que ça donne. C'est-à-dire qu'il faut qu'à un certain moment, tous les Algériens comprennent que le problème en Algérie, ça n'est pas le prix de la baguette. Ça n'est pas le prix de la baguette, ça n'est pas le prix, même si je sais que c'est terrible de vivre sous ces conditions, mais le problème en Algérie, c'est le statut de celui qu'on a condamné à vivre que de baguettes. C'est qu'à un certain moment, il y a des gens qui ont pensé que l'Algérien, il lui suffit d'avoir de la baguette subventionnée. Un peu d'huile, un peu de farine, un sachet de lait. Un sachet de lait sucre, subventionné pour qu'il vive. Voilà. C'est le terme inconscient que je récuse un peu. Moi, je ne crois pas que ça soit inconscient de leur part. Et je crois que le ministre de l'Intérieur ou ses conseillers l'ont très bien compris. Parce que le ministre de l'Intérieur a fait une déclaration scandaleuse, et ça ramène à la main étrangère. Oui, justement, on va en parler. Non, ça ramène à la main étrangère. Oui. Et parce qu'il accuse le mouvement de contestation des sapeurs-pompiers, tout simplement d'obéir à des agendas douteux. Ouais. Et les accuse d'être soutenus par des partis rancunières. C'est dire que ça va loin, ça va très loin. La tutelle elle-même a compris à travers la manifestation devant ou face du palais de Mouradia est un acte éminemment politique. Est un acte éminemment politique qui lui paraît très douteux et qui lui paraît être la manœuvre de partis rancunières. En général, je vais le dire quand même, quand on parle d'une partie rancunière, de qui s'agit-il? Parce qu'ils ne nomment jamais. Bon, il faut le dire, c'est la France. Évidemment. Bon, justement, vous nous amenez donc au sujet principal. C'est la raison pour laquelle je ne crois pas que ça soit inconscient, qu'ils soient allés d'abord à Al-Mouradia avant d'être bifurqués vers leur direction générale. C'est un acte, à mon avis, très conscient. Et les sapeurs-pompiers sont bien entendu dans la revendication sociale, et vous l'avez dit, 24 000 dinars, passer de 15 000 à 24 000 dinars de salaire de base, ça paraît ridicule, il faut le dire.
Ça paraît ridicule. Bien sûr qu'ils en ont besoin. C'est pas le double de leur salaire Oui, mais de s'ils base. leur accordent, s'ils vont ouvrir la porte à toutes les revendications Oui, mais ça, c'est sans autre chose. stand-by. Ça, c'est C'est autre ça chose. le... Je parle de la revendication spécifique à ce corps. Kourdourli l'a dit tout à l'heure, et vous l'avez dit aussi, c'est que ce corps, en dépit de tout, ont une carrière courte. Une très courte carrière, d'une part. Et d'autre part, les risques qu'ils prennent sont immenses. Immenses. Ils risquent leur vie. Si tu me permets, juste. Parce que là, par contre, je vais être vraiment en désaccord sur le fond du sujet, parce que le fait qu'il se dirige à Al-Mouradia, pour moi, je ne la vois pas vraiment comme un acte politique éminent. Pourquoi ? Parce que je pense que ceux qui ont décidé de ce parcours voient leurs problèmes, et c'est pour ça que je dis qu'il y a un problème beaucoup plus profond, et c'est à eux maintenant de s'aligner sur le Hirak. Pourquoi ? Parce que je pense que ces syndicats sont dans le calcul de dire qu'ils ont un problème avec leur tutelle directe, qui est le ministère, et qu'ils vont, selon la croyance profondément ancrée jusqu'à présent chez beaucoup de personnes, de nos concitoyens en Algérie, ils vont directement le Raïs, ils vont vers le palais du Raïs pour dépasser leur tutelle et pour dire que le président, la présidence peut décider, peut intervenir. Et ces éléments de langage sont très présents dans les gens qui ne sont pas inscrits dans le Hirak. Je vois par exemple des gens jusqu'à présent qui sont coincés par exemple dans les capitales à travers le monde et qui appellent Tebboune pour intervenir. Ils appellent le Raïs pour intervenir. C'est pour ça que je dis... Alors, nous allons avancer. Si je peux, oui, mais très vite, parce qu'il y a un sujet intéressant qui attend. Je suis un peu en désaccord avec Karim quand il parlait de citoyens dans le cadre du Hirak. On n'est pas encore citoyen, on n'est pas... La citoyenneté, elle a ses règles. Ouais. Et d'ailleurs, l'Algérie nouvelle, qu'on va mettre en perspective, on ne pourra la construire que dans le cadre de la citoyenneté. Parce qu'une nation, encore une fois, elle se construit sur des valeurs, elle ne se construit pas sur de l'idéologie. Tout à fait. Voilà, ça, et je ne voulais pas... Tout à fait. Moi, juste un petit point d'ordre. Il me semble, je ne sais pas, et peut-être que le corps des sapeurs-pompiers ou des pompiers vont nous le dire, moi, le chemin qu'ils prenaient, ils ont été bloqués au-dessus du Saint-Georges. D'abord, ils ont été bloqués à Addis Abeba, ensuite au-dessus du Saint-Georges. Il n'est pas dit qu'ils allaient à la présidence de la République. Peut-être qu'ils allaient bifurquer sur le boulevard, là où il y a le siège du FFS, et aller vers la DG d'Hydra. Mais le débat était passionnant entre les lieux de pouvoir. Et Charles Abrahim, il a toujours parlé de lieux de pouvoir. Moi, un petit peu derrière. Je crois que c'était délibéré. Je ne crois pas que ce soit un accident de parcours. Alors, ça fait rien. Juste Oui, là. oui. Parce que c'est un exemple qu'il donne, précisément, ce que vous appelez le Hirak. À suivre, oui, à suivre, d'accord. Et moi, je crois, même s'ils n'ont pas atteint leur objectif, c'est-à-dire se rendre à Al-Mouradia, manifester devant Al-Mouradia, c'est déjà une conquête démocratique, et c'est là où ça se situe. C'est une conquête démocratique. Que ces sapeurs-pompiers aient marché sur Al-Mouradia, c'est une conquête démocratique. Alors, ça, je suis très vite, Karim. Très vite, vraiment. Je suis d'accord sur ça, mais moi, le problème que j'ai, c'est juste avec les gens qui disent que leurs problèmes sont des problèmes sociaux et non pas politiques. Et tant que les gens n'ont pas compris que ce qui est social relève du politique, oui, mais ils ne on peuvent pas, pourra pas dire, à mon sens, ils ne peuvent pas dire autre chose, sachant pertinemment que les problèmes sociaux sont des problèmes politiques. De toutes les façons. Alors, pour reprendre ce que disait Brahim Younsi, le communiqué du ministère de l'Intérieur, M. Beljoud, je le cite, nourri par des partis servant des agendas hostiles à l'égard de l'Algérie, ce mouvement, etc. La main étrangère, même avec les pompiers, ils nous disent que c'est la main étrangère qu'ils sortent à tous les coups. Le Maroc, Israël, l'OTAN, la France, les États-Unis, que sais-je, et de la franc-maçonnerie. Mais en fait, c'est quoi ce recours à cette... c'est systématique. D'abord, qui y croit? Est-ce que vous pensez qu'en Algérie, il y a des gens qui y croient? Moi, je crois que oui. Il y a une partie de nos concitoyens qui y croient. C'est évident. On ne peut pas la quantifier, mais bon, c'est évident qu'il y a des gens qui sont sensibles à ce genre de propos. Qui par rapport je peux pas parmi nos compatriotes? Il y en a beaucoup qui pourraient, ceux qui sont encore
dans cette espèce d'autarcie Qui ont été élevés tribale, dans le roman, qui ont été non seulement élevés... C'est le je sais roman pas, national de légitimation. Non, oui, justement, il faut revenir au récit national. Ouais. Cet usage de la mémoire collective, Moi, j'ai le toujours- battage oui, autour tout à de fait. l'Alam, L'Alam, voilà. Mais l'Alam, c'est bien, Shohada, c'est bien, mais ça a fait un fonds de commerce des gens, des gens qui ont eu à exercer le pouvoir, et depuis le mouvement national, parce que cette culture du pouvoir et cette nature du pouvoir, c'est une culture héritée du mouvement national, je suis désolé. Oui, mais le régime Oui. s'en sert comme d'un fonds de commerce Oui, pour évidemment. lui se Oui, légitimer. oui, Il évidemment. est- Aujourd'hui, on ne peut pas se le cacher, en Algérie, il y a certains de nos compatriotes qui confondent régime et État. Qui disent li attaqué Tebboune, li attaqué Doula al-Jazairiya. Mais, Qui confondent ce régime avec son FLN, son RND, avec Chouhada. Vous savez, c'est dans la Ça, tête des gens. mais c'est le propre. Et quand il dit la main étrangère, Oui. il le croit. Il dit oui, Elf al-Atlasi, Alors, je vais vous dire, monsieur Israël, Bouchinouf, les ou- journalistes, le c'est la Maroc. main étrangère. Ouais. D'accord? C'est les journalistes, la main étrangère. Ouais. On est bien d'accord. C'est ce qu'ils disent. Toutes les revendications socio-professionnelles des syndicats, c'est la main étrangère. Oui. Le Hirak, c'est... Le MAC est une organisation terroriste, c'est la main étrangère. Arachad, c'est une organisation terroriste. Alors, ce n'est plus possible. À ce moment-là, comment il faut aborder la question? Vous savez, les centralismes démocratiques, ils ont besoin de deux ennemis. Un ennemi intérieur, parce qu'il faut se fabriquer l'ennemi, et un ennemi extérieur qui était l'impérialisme, à un moment ou à un autre. Mais ça, c'est des méthodes connues. Mais le recours systématique à la main étrangère sans la nommer. Même pour Moi, un j'ai vu mouvement le de président, pompiers. l'ancien président américain, comment il s'appelle, Trump. J'ai vu le président Macron, quand il a reçu Poutine, en disant oui, tes services ont essayé, en le tutoyant, hein, tes services ont essayé de s'ingérer dans les élections. Ça, c'est pas possible. On nomme, quand Oui, on vous dit la main absolument, étrangère, c'est qui? C'est les Séoudiens? C'est les Émiratis? C'est les Turcs? C'est les Français? C'est qui? Nous, en tant que peuple, on aimerait savoir. Parce qu'on va peut-être réviser, on va se dire, tiens, notre État est fort, notre État, on a suscité. Mais quels ennemis? On est une puissance économique. On est peut-être une puissance militaire dans le bassin méditerranéen. Mais dans le bassin méditerranéen aussi, avec une marine excellente, etc. Ce que je veux dire par là, on n'est pas une puissance, on importe notre blé, on importe nos médicaments. On n'a rien d'une puissance. On n'a rien d'une puissance. Quel est... Moi, j'aimerais qu'on nomme les choses. Selon ce régime, quel est cet ennemi que ce régime dérange et pourquoi? Est-ce que ce régime, tel qu'il est, qui a fait de l'Algérie une vache à lait pour tous ceux qui sont ses partenaires? Elle est devenue rachitique, cette vache. Oui. Quelle est cette partie étrangère que l'Algérie dérange? J'aimerais qu'on en parle, qu'on cite des noms. La question du parti étranger a toujours existé. Mais revenir sur le mot main étrangère, Oui. vous savez que c'est une pathologie ou une affection neurologique. D'abord, la main étrangère. Oui, la main, oui, tout à fait, oui, on tout à l'appelle aussi la main anarchique, ou le syndrome du docteur Folamour. Pourquoi? Parce que en 1908, par là, une dame ne maîtrisait plus sa main gauche. Elle s'agitait. Elle ne lui obéissait pas. Et Stanley Kubrick a fait un film, pas précisément comme ça sur ce qu'on appelle la main étrangère. Dans les années 60, ce film, qui était un film humoristique, le rôle du professeur Folamour, je ne sais plus qui l'a joué, mais je crois que c'est Peter Sellers, qui s'est distingué dans La Panthère Rose. Oui. Donc, le docteur Folamour, c'est la main étrangère. Donc, c'est d'abord une pathologie, c'est d'abord une affection que certains éprouvent, ils ne contrôlent plus une de leurs mains. Précise neurologique. Voilà. Neurologique. Oui, voilà, docteur. Ouais, mais... C'est ça le problème, c'est neurologique. Donc, le pouvoir d'Alger est atteint de deux syndromes. Du syndrome de la main étrangère, mais aussi du syndrome Tina. 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 Oui. Vous connaissez le syndrome Tina? Dites-nous en plus, alors. Le syndrome Tina, c'est Madame Thatcher, en 1980, qui avait dit « There is no alternative ». Il n'y a plus d'alternative. Il n'y a pas d'autre Il n'y a alternative. pas d'autre alternative. Il n'y a pas d'alternative à elle, Oui. à sa politique libérale. Donc Tina.
Ah, d'accord. Donc le syndrome Tina, le pouvoir est en train de nous dire, y compris dans la question des sapeurs-pompiers, qu'il n'y a pas d'autre alternative que moi. Donc toute alternative qui émerge, il va la... Mais est-ce qu'il ne se rend... Allez-y, Karim, avant que je pose une question. C'était Nietzsche qui disait que celui qui vit d'adversité doit bien veiller à ce que son ennemi reste en vie. Oui, mais... Et, Pardon. Vas-y, continue, Ouais, je te coupe. c'est un- Alors que le pouvoir, c'est que, là j'emploie le mot Hirak, que le Hirak ou la révolution constitue une véritable alternative. Pourquoi? Parce qu'elle a organisé, qu'on le veuille ou non, un espace des raisons. Tout le monde est dans l'espace des raisons. Et elle a ouvert un champ des possibles. Un régime moins stupide s'en serait servi. Oui. Pour essayer de construire Quelque chose avec y ça. y compris avec lui-même peut-être. Tout à fait. Il y a un espace des raisons Il y aurait peut-être des contrôles mutuels. qu'on a voulu perturber, troubler, mais il s'est maintenu. Et on a voulu aussi rétrécir le champ des possibles. Au contraire, il est en train de s'élargir. Oui. Et de s'élargir à des corporations. Et c'est la raison pour laquelle la marche des sapeurs-pompiers est très importante. Parce que le champ des possibles est en train de s'élargir. Aux postiers, aux médecins, etc., etc. Le champ des possibles est en train de s'élargir. Ouais, donc pour revenir à ce que je disais, ce régime a bien intérêt à garder cet ennemi en vie. Et cet ennemi pourrait rester longtemps en vie, d'autant plus qu'il n'a pas d'existence. C'est pour ça qu'il refuse de le nommer. C'est un ennemi qui est là, qui restera toujours, et donc qui a ses origines historiques dans le récit national de légitimation de ce pouvoir, hein, donc le colonial, donc la France coloniale, et puis par la suite l'Occident impérialiste et tout ça. Et maintenant, c'est le capitalisme, c'est le néocapitalisme, duquel parfois nous parlons, et le néocolonialisme de parlons, mais d'une manière vertueuse, c'est-à-dire comme une réalité qui existe et à laquelle il faut faire face justement, mais plutôt le régime manipule tout cet imaginaire pour garder justement, pour revenir aux espaces, pour garder le citoyen ou l'Algérien dans son territoire de domination. Et ce qui est en train de changer, et c'est ça la donne, c'est pour ça, pour moi, le Hirak ou la révolution pacifique a déjà gagné. C'est une question de temps. Parce que le territoire de domination a explosé. C'est terminé. On en parlait tout à l'heure. Les Algériens maintenant, même les petites jeunes filles parlent politique, les étudiants parlent politique, les hétistes, les sans-emploi parlent politique, les femmes au foyer parlent politique, les femmes au foyer un retour de la femme au Hirak, vendredi passé. Voilà, vendredi passé, il y avait des carrés de femmes, je dirais, et d'ailleurs il y avait même à Annaba, il y a une concitoyenne, et j'ai gardé la vidéo, je l'ai partagée sur ma page, elle m'a spécialement envoyé cette vidéo à Annaba de femmes qui avaient fait leur propre marche. Il n'y avait que des femmes de ce côté-là, donc c'était magnifique. Donc, ce régime-là, cette main étrangère, elle est déjà coupée, en réalité, dans l'imaginaire collectif. C'est juste une question de temps. Son discours ne prend plus, c'est ce que je vous dis. Son discours, c'est le signe de sa fin. Parce que c'est un discours que les Algériens ne comprennent plus. Et lui, il ne comprend pas aussi l'incompréhension de ces Algériens. C'est pour ça que maintenant, il est en hystérie, il répond parfois avec violence, il répond avec le déni. Hein, le mépris et le déni de grossesse sociale, pour rester dans la métaphore du déni de grossesse. Parce que l'Algérie, maintenant, elle est en gestation d'une nouvelle société, mais ce régime ne se rend pas compte. Il y a une chose qui... Très vite, Brahim aussi, parce que nous arrivons à la fin. Par Karim, c'est le passage de l'hétéronomie à l'autonomie. Jusqu'à maintenant, le peuple était dans une situation d'hétéronomie et de domination, comme tu dis. Aujourd'hui, on va vers l'autonomisation et l'autonomie. Les Algériens sont de plus en plus autonomes. Et ce processus d'autonomisation va finir par la chute, effectivement, du pouvoir. Ce que je veux dire par rapport à cette thèse de dominer-dominant, mais il faudrait que le dominé
puisse s'extraire de ce que lui propose le dominant et commencer à s'organiser, d'où le Hirak, d'où la jonction avec les syndicats, les forces vives de la nation, les forces sociales, etc. Tout à fait. Mais il faut à tout prix que le dominant perde pied sur le dominé, c'est-à-dire nous, le peuple. En fait, moi, je pense que sur ça, c'est plutôt l'inverse, c'est-à-dire pour rester dans la métaphore du dominé, du dominant, pour revenir à son origine hégélienne du maître, de la dialectique du maître et de l'esclave, ce qu'il faut maintenant, c'est que les Algériens se rendent compte que le maître a plus besoin de l'esclave que l'esclave n'a besoin de son maître. Et donc, à un certain moment, les Algériens, il faut qu'ils se rendent compte qu'actuellement, les Algériens ont le pouvoir de désobéir. Et qu'à un certain moment... Le devoir, oui. pas le pouvoir. Non, ils ont le pouvoir, pour aller vers le devoir... Disons pour la défiance. Voilà. Allez, vas-y. Allez. Là, ils ont le pouvoir, parce que le pouvoir, c'est quelque chose de potentiel. Donc, on reste dans le potentiel. Ils ont cette potentialité. C'est pour ça que je dis il faut la prise de conscience. Il faut qu'à un certain moment, le peuple sache qu'il est beaucoup plus puissant que ce régime. Et que c'est le régime qui dépend du rapport. Parce que et ce sera le mot de la fin, il dit. Oui, d'accord. L'initiative politique, elle vient du régime, puisqu'on est derrière l'agenda du régime. Ouais. Voilà ce que je veux te dire. Il faut qu'on aille vers... Oui, alors, quand le dominé doit s'extraire de ce que propose l'agenda du régime, du moins le régime, là tu es d'accord. Ouais. Et par contre, je vais te reprendre un petit peu. Ouais. Esclave à maître... je parle de la dialectique hégélienne. C'est Hegel qui a théorisé ça. C'est cette dialectique-là. Et je pense qu'elle est toujours... c'est fort, ça choque, mais j'invite les gens à chercher un petit peu à savoir sur la dialectique. Alors, Brahim Younsi, en moins de 15 secondes. Ouais, je crois que la population algérienne a compris. Ce n'est pas seulement la révolution, ceux qui manifestent. Il a saisi les enjeux de ce qui se passe, les liens et les antagonismes qu'il y a à l'intérieur du système. Un dernier. Moi, je voulais rien dire, je voulais rebondir sur 15 secondes, pas plus. Ouais. J'allais dire, il est revenu. Alors, merci Diroun Nouren, merci Brahim Younsi, merci Karim Naïtou Slimane, merci Dr Hussein Kourdourli, merci à vous, chers amis, d'avoir suivi cette émission. Sahaf Torkum, n'oubliez pas que demain, c'est le mardi des étudiants, 115, je crois. 115, mardi, les étudiants qui ont toujours pris l'habitude, depuis cette fameuse répression qui s'était abattue sur eux, d'être protégés par des non-étudiants. Et c'est pour ça que la marche des étudiants se transforme peu à peu en deuxième vendredi, en quelque sorte. Merci beaucoup. حاجة واحدة comme d'habitude, سلمية خوا 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 الخير.